Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. C'est beau, tout ce vert, ça fait longtemps qu'on avait oublié que c'était possible d'avoir des 20, 30, 40% dans la journée et de réenchaîner la journée suivante. C'est vraiment un gros plaisir, on retrouve BTC au-dessus quasiment des 100 000 $, en pleine lutte avec une grosse résistance, ce qu'on appelle une sell zone. On va en parler dans quelques instants, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Ça va être un chiffre US, on va en parler dans quelques instants. Alors, on s'accroche parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc oui, on a une belle bougie weekly sur le CME qui est au-dessus des 100 000 $ au moment où je tourne cette vidéo et qui est en train de travailler des zones très importantes. On va le regarder un petit peu après. C'est une zone aussi sur le CME très importante. C'est une zone qui a été difficile à passer sur des bougies weekly une fois, 2 fois, 3 fois. On voit qu'on a été rejeté systématiquement, et donc là on est en train de lutter. Donc là il va falloir vraiment passer au-dessus et clôturer au-dessus. La clôture au-dessus des 100 000 sur le CME sera vraiment un très bon signe pour la suite. On a encore le temps, c'est-à-dire que on a encore 2 jours. Je rappelle que le CME clôture le vendredi soir, réouvre justement à la fin du week-end. Donc il va falloir ici vraiment se concentrer sur ce qui se passe au niveau du CME, qui nous donnera une belle tonalité pour les joueurs américains. On va en reparler aussi dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui a donné le go de ce côté-là? C'est ici l'IPC Core qui est en dessous des 0,3. Donc en dessous de l'attendu, on va aller l'analyser dans quelques instants. Aujourd'hui aussi, on a des petits chiffres qui vont arriver, qui vont certainement driver aussi le marché. On va avoir les ventes au détail de décembre, on va avoir l'indice manufacturier de janvier, on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire et on va avoir les ventes au détail principales de décembre. Pareil, beaucoup de nouvelles, et vendredi on terminera sur le PIB de la Chine. Gros morceau, j'ai envie de vous dire, pour cette fin de semaine, qui prépare l'investiture de Donald Trump. D'ailleurs, on notera au passage le discours du président Biden, qui a fait un discours pour nous avertir du nouveau président, comme quoi ça allait être vraiment, en gros, la fin des États-Unis. Alors, je caricature un petit peu, mais on en est quand même pas loin, et que une grosse partie des réussites sont celles de l'administration Biden, et pas celles de Trump, malgré ce qu'il pourrait dire par la suite. Bon, une allégation et un discours d'au revoir qui n'a servi pas à grand chose et qui montre bien aussi le positionnement de l'administration Biden. Nous on est les gentils et on lutte contre le mal c'est Trump. Bref, on se concentre un petit peu sur l'économie, on va aller voir ce qui s'est passé réellement dans l'IPC Core, qui a permis justement au Nasdaq de réagir de cette façon-là. Ça va être surtout ici les all items, less food and energy. Si vous regardez bien, on est passé de 0,3 à 0,2 sur décembre, donc on a bien une inflexion assez forte, malgré le fait que on ait quand même ici de l'énergie qui monte très fortement. On voit bien ici du 0,6 au 0,4, on voit bien aussi tout ce qui est énergie même d'ordre général, on est passé de 0,2 à 2,6, donc pas mal d'inflation. Par contre, tout ce qui est nourriture, on a commencé à baisser. Alors ça veut pas dire que le prix baisse, ça veut dire que l'augmentation du prix diminue. Attention, c'est deux choses séparées. Tout ça pour dire que oui, on a une économie US forte, ça permet au Nasdaq de pousser fort. On voit bien la journée d'hier très puissante, deuxième journée que l'on va avoir certainement pour aller toucher cette trendline ici, donc on va viser une target de 21 400, on va être un petit peu en dessous, donc ça veut dire que on va avoir un mouvement haussier du Nasdaq, potentiellement après une stabilisation. Si on break ici, ça veut dire qu'on va certainement aller chercher les 21 700. Là, on aura vraiment un très très beau signe, d'accord? La rupture de cette bougie-là, ce sera un break of structure, donc ça veut dire qu'on repartira à la hausse. Pour l'instant, on en est quand même encore loin, on a plus une tendance qui est baissière ici, donc on le prend en considération. Le break of structure pur et dur de la structure se trouve ici. Tant qu'on n'a pas cassé ça, ça ne passera pas plus haut. D'ailleurs, il se passe quand même pas mal de choses aux USA, je sais pas si vous avez suivi, mais TikTok va être banni des USA. Alors, pour être vraiment très précis, ça va être la société qui exploite justement TikTok, donc ByteDance, qui abandonne tout simplement, qui définit qu'à partir de dimanche, ce dimanche-là, et oui, ça va très très vite, l'application TikTok ne pourra plus justement être installée et utilisée aux USA. Les utilisateurs auront une petite fenêtre disant en fait ce n'est plus possible. Et là, on se pose quand même pas mal de questions. Parce que ça représente 170 millions d'Américains qui utilisaient de façon journalière justement l'application. Qu'est-ce qui va se passer sur la liberté d'expression? Alors oui, on sait que TikTok c'est chinois, on sait qu'il y a une lutte entre les USA et la Chine, et qu'on avait demandé à TikTok, c'est en tout cas la branche de TikTok américaine, d'être cédée à une société américaine. Mais la réalité, c'est que ça ne pouvait pas se faire, et qu'on allait certainement
finir par un bannissement ou un abandon. Donc là, on a un effet qui est vraiment très marquant. Je pense que ça a changé pas mal de choses aussi dans l'économie américaine, parce qu'il y a une grosse partie de l'économie américaine qui était drivée par les réseaux sociaux, et notamment par TikTok, surtout pour les ventes en ligne. Donc on va voir l'impact que ça aura sur l'économie américaine, pas forcément le S&P 500, mais plutôt le Russell, parce qu'on a quand même pas mal de sociétés qui utilisaient TikTok pour se commercialiser, donc on verra bien l'impact in fine. Aux USA, tout est possible. Comprenez bien que même si on a une réglementation qui est pro-crypto, la réalité c'est que on aura toujours des procès, comme on le voit ici. On a un cabinet d'avocats qui cherche des actions légales contre Pump and Fun pour les pertes des investisseurs. C'est comme d'habitude, on va se retrouver systématiquement dans j'ai perdu de l'argent, donc à ce moment-là, j'attends un procès. C'est très américain, et c'est quelque chose que l'on retrouvera continuellement. Et d'autant plus si on a une réglementation qui est beaucoup plus ouverte, parce que on aura plus de gains, plus de pertes aussi, plus d'investisseurs qui rentreront, plus d'investisseurs qui ne comprendront pas pourquoi ils rentrent, et donc, à côté, plus de procès pour essayer de récupérer de l'argent. Donc il va falloir faire, dans tous les cas, attention à vos différents projets, et ce qui se passera derrière, notamment aux US. D'ailleurs, en parlant de ce qui se passe aux US, et ce qui se passe tout court, j'ai envie de vous parler de WorldCoin qui franchit la barre des 10 millions d'utilisateurs vérifiés. Pour rappel, WorldCoin, c'est le projet de Sam Altman. Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, et donc la personne qui est à la tête de ChatGPT et de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle proposée par OpenAI. Et donc, il est cofondateur de ce projet qui fait beaucoup de parler de lui parce qu'il veut créer une preuve d'humanité, chose qui est pas si mal que ça, sauf qu'il crée une iris, et il paye les gens pour pouvoir scanner l'iris et leur créer une preuve d'humanité. Donc là, ça pose déjà beaucoup plus de problèmes parce qu'on fait de la récolte de données biométriques et c'est vraiment très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire une preuve d'humanité? Parce que ça, c'est une réalité, on en a besoin. Dans un monde de bots totalement frénétique, ou même dans notre Twitter, on voit des IA qui discutent, qui commentent, qui analysent, qui investissent, forcément, on peut se poser la question d'avoir une preuve d'humanité, mais il y a d'autres moyens de le faire, et certainement pas en scannant la rétine. Il y a par exemple des projets comme Privacy qui propose de mettre en place une proof of human à travers la technologie du FHE, qui est une technologie qui permet justement de pouvoir prouver quelque chose sans avoir l'ensemble des données et qui permet de pouvoir protéger réellement les caractéristiques que l'on aura, parce que c'est pareil, sur WorldCoin, vous n'avez pas du tout la possibilité de déterminer comment vont être utilisées vos données, quel va être le contrôle de ces données-là, et vous n'avez pas aussi la possibilité de valider ce qui est réellement fait. Là, par exemple, avec Privacy, vous avez la possibilité d'avoir des NFT qui permettent de prouver justement votre humanité. Encore une fois, c'est un gros sujet, c'est quelque chose qui va arriver encore plus vite que prévu avec principalement l'intelligence artificielle, le comportement de l'intelligence artificielle. Quand on voit les typologies de vidéos, je vous invite à regarder VEO2. VEO2. C'est pas une crypto, loin de là, c'est le projet de Google qui est sorti, qui concurrence Sora. Mais je vais vous dire, ça va être très compliqué de prouver qu'on va être humain, ou de voir dans une vidéo si les personnes sont humaines ou pas, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, c'est un véritable enjeu, mais est-ce qu'on doit scanner la rétine de tout le monde en payant derrière les personnes ? Je ne suis pas sûr. Je pense que le projet, oui, est beaucoup plus gros que ça. C'est une réalité, mais personnellement, je n'ai pas tendance à vouloir me faire scanner la rétine pour pouvoir prouver que je suis humain. Il y a d'autres méthodologies, comme par exemple Privacy, qui permettent de pouvoir le faire. Et à un moment donné, il faut utiliser les dernières technologies comme le FHE pour pouvoir le faire. Voilà. On retourne sur BTC pour voir court terme où on est. Alors, pourquoi je vous dis que c'est important? Parce qu'on est toujours sur la barre des 100 000. Oui, on est allé quasiment toucher la zone, donc qui est la zone qu'on avait définie dans la quotidienne d'hier, qui est une zone très importante, qui est le rechargement de sel, dans lequel on a une fin d'imbalance qui se trouve ici, et potentiellement, sur cette zone-là, on pourra avoir un retournement. Pour l'instant, on n'y est pas. On voit qu'on est en train de lutter sur les 100 000 $, toujours très compliqué, grosse résistance, mais pour l'instant, on arrive bien à tenir. C'est très intéressant, parce que normalement, quand on arrive dans les 100 000 $, on a une réaction qui est beaucoup plus violente. Quand on regarde ici l'approche des 100 000 $, on a systématiquement les bougies qui se font racheter et on a une consolidation pour monter aux 100 000 $. Là, on a bien eu une réaction haussière, on a même cassé 100 000 et ensuite on a chuté. Et là, on est en train de retravailler quasiment à la limite des 100 000 $. Donc ça veut dire qu'on a bien une réaction positive du cours. Pour l'instant, ça tient, je pense aussi par le Nasdaq, on va pas se le cacher. Quand on regarde un petit peu le cours comme ça et qu'on va voir notre ami Nasdaq un peu de la même façon, on a quand même une bonne typologie. Alors là, je suis en daily, mais si je passe en 4 heures, ça va être encore plus frappant. Hop,
regardez-moi ça. Bon, bah, j'ai envie de dire, on a quand même quelque chose qui se ressemble grandement entre les deux, hein. On voit bien un travail d'impulsion baissière qui s'effectue avec à chaque fois un retracement. C'est un peu la même chose au niveau du Nasdaq, hein. On voit qu'on a 1, 2, 3. Chez nous, on est à 2. Mais bon, ça n'empêche qu'on a quand même une bonne dynamique. Et là, on voit bien qu'on pousse sur le Nasdaq. C'est ce qui entraîne l'accélération au niveau du BTC. Donc, on est quand même très corrélé, toujours, par rapport à la finance traditionnelle. On l'a toujours été. On va le rappeler qu'on a nos propres moments à nous, mais qui sont des moments éphémères, qui sont généralement à la baisse. On va pas se le cacher aussi. Mais ça n'empêche qu'on a nos moments à nous, mais le reste du temps, on est quand même majoritairement corrélé. Et est-ce que cette accélération haussière a créé du volume? Bah, pas forcément. On voit qu'on a liquidé 346 millions de dollars avec 215 millions de shorts. Donc on n'a pas fait de short squeeze. Donc on a toujours ici un écosystème qui est plutôt cohérent. En même temps, c'est normal. On a liquidé une partie des personnes, mais somme toute assez peu. Le gros du volume, il est au-dessus du top là. Donc au-dessus ici de la zone des 102 000 dollars, 103 000 dollars, pour arriver aux 105. Et après, ça va être au-dessus des 110. Globalement, ça se représente comment? Bah, il faut casser ici cette zone-là, d'accord? Il paraît, hein, on a parlé de cet equal high, qui est ces deux tops qui créent beaucoup de liquidité dans l'ancienne sell zone. Bon, bah là, 103 000, il y a quand même pas mal de monde qui en attend en short, hein. Pareil, après, prochain niveau 105, et après, prochain niveau, ça va être l'ATH 108 000. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à un BTC qui va faire un nouvel ATH dans les semaines qui arrivent? On a encore un petit peu de chemin. Pour moi, le premier véritable signal fort qui nous dirait, ok, bah à ce moment-là, on a vraiment une rupture totale du mouvement baissier, donc le mouvement baissier est terminé, c'est quoi? C'est ici, casser ce top-là. Donc c'est-à-dire casser, consolider au-dessus et repartir. Ou consolider et refaire en fait un nouveau break-off structure. Là, on aura un signal qui sera relativement fort. Là, actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, c'est pas le cas, donc du coup, on prend un max de recul, on fait encore une fois du risk management, c'est toujours très important. Oui, on est très bullish, mais ça n'empêche qu'il faut gérer son risque, surtout quand on regarde les liquidations qui sont en attente, on peut voir aussi la liquidation que l'on a eue là, la réaction émotive qu'on a pu avoir, que ce soit dans l'hypergrid ou que ce soit dans la peur, au moment de ces réactions, forcément, il faut être préparé. Et d'ailleurs, je réouvre 10 places pour l'accompagnement Rift et la formation Rift, si jamais ça vous intéresse. C'est en commentaire et en description pour savoir si vous êtes éligible justement à ce programme. En attendant, on joue avec nos émotions, on le sait très bien, c'est le principe du marché, on va nous pousser dans les extrêmes pour nous faire des réactions encore une fois extrêmes. Si on était surexposé, on n'oublie pas de respirer au niveau de ses positions, et quand on regarde l'évolution que l'on a pu avoir au niveau des institutionnels, 755 millions de dollars qui ont été investis, bon, ce qui explique pourquoi on est à 100 000 dollars. Maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que ces injections de liquidité sont du cash and carry? Est-ce qu'elles sont couvertes par les institutionnels, avec notamment de l'open interest? Quand on regarde ici, sur l'open interest du CME, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. On va zoomer un petit peu. On voit qu'on est dans les alentours ici des 17 milliards versus qu'on était au top 22 milliards, d'accord? Donc ça veut dire que là, on en est relativement loin. Donc pour moi, on est bien dans des injections purement spot, ce qui est déjà plutôt positif. Ça nous marque un petit peu une hype au niveau de la crypto-monnaie, les choses que l'on voit actuellement. Alors la SEC est en train de retarder ici l'index crypto, donc qui était plutôt pas mal sur Bitwise, qui nous permettait de pouvoir acheter directement un panier de crypto avec simplement un index, quelque chose qui va être très utile, potentiellement en top 10, top 50 plus tard, etc. Donc ce sont des outils dont on a besoin, qui arriveront certainement à partir du moment où Trump sera au pouvoir. On a aussi le Texas qui a proposé ici de faire passer une loi directement pour que le Texas ait lui-même sa propre réserve de Bitcoin stratégique. Alors, c'est une proposition de loi, c'est pas encore acté. On va voir comment ça se développe. Et même autour du monde, on voit qu'on a pas mal d'initiatives. On va avoir un hôtel Bitcoin qui va se lancer à Tokyo. On va avoir un building pour la crypto-monnaie à Dubaï pour pouvoir avoir une forme d'incubateur pour pouvoir cannibaliser une partie de l'industrie. On sait très bien que Dubaï, il y a une partie de l'industrie crypto, pas forcément toujours la bonne, mais ça empêche qu'il y a quand même beaucoup de capitaux qui sont à Dubaï. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et je voudrais terminer sur ça, qui est la représentation que l'on a de l'utilisation des échanges centralisés. On parle beaucoup d'une représentation de Coinbase, d'impact de Coinbase, sauf que oui, mais c'est aux USA. 45% aux USA, c'est Coinbase. Le reste du monde, c'est 52% Binance, 68% en Amérique du Sud Binance, Africa 72%, Europe 50%, Asie 51%, Océanie 18%, mais en même temps c'est plutôt bien réparti. Donc on a quand même un leader qui reste toujours et toujours Binance, Coinbase arrive à peine à faire 50% de l'Amérique du Nord,
mais pourtant elle pèse beaucoup plus quand on commence à rajouter tout ce qui est ETF, et ça n'est pas rentré justement dans ce graphique-là, parce que là c'est les volumes de transactions dans les échanges centralisés, ça ne compte pas les ETF. Et je pense que demain je vous présenterai justement une vision qui est un petit peu différente, qui est une vision empilée des échanges centralisés. Vous allez voir que c'est encore autre chose, et ça nous montre bien qu'on a quand même ici un monopole de Binance par rapport au flux monétaire crypto. Coinbase est en train de regagner une part, mais ça reste quand même vraiment très faible. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur justement cette notion de décentralisation de la crypto, surtout dans les échanges centralisés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.